Bonne réponse. Alors, aujourd'hui, on va parler de la bière d'abbaye. La bière d'abbaye, c'est quelque chose qui occupe une place de choix, j'ai envie de dire, dans l'éventail de toutes les idées reçues populaires, à la fois sur la bière et à la fois sur le Moyen Âge. Et ce qui est un peu paradoxal parce que les sites médiévaux de production sont assez mal connus de l'archéologie. Or, en France, cette architecture particulière est étudiée principalement à travers des exemples urbains mis au jour généralement dans le nord de la France. Alors, pour élargir le catalogue, il est possible de s'appuyer sur des exemples monastiques regroupés majoritairement en Europe septentrionale, même si la dichotomie Europe de la bière et Europe du vin est une notion qui mériterait largement d'être débattue, mais là, on n'aura pas le temps. Alors, en théorie, l'organisation spatiale d'un monastère et son fonctionnement sont strictement définis, notamment par Benoît de Nursie au VIe siècle. La règle bénédictine originale n'envisage alors qu'une seule boisson, le vin. Elle ouvre toutefois la porte à des substituts sans les nommer, puisqu'elle envisage la possibilité de manquer de vin. Mais il va falloir attendre des textes postérieurs, comme ceux d'Hildegarde de Bingen au XIIe, la diététique du moine Léonard au XIIIe siècle, ou encore le cartulaire de la chartreuse d'Erfurt en Allemagne au XVe siècle. Pour ne citer que cela, il y en a d'autres, hein, bien sûr, où apparaissent quatre boissons, le vin, bien sûr, la bière, l'hydromel et l'eau, évidemment. De la règle bénédictine découle un plan immuable, illustré par le célèbre plan de Saint-Gall qu'on ne présente plus, et qui représente l'abbaye idéale. On trouve d'ailleurs dans ce plan une brasserie, ou plus exactement trois brasseries, la Domus Conficiendae Calia, la Fratribus Conficiatur Cervisia et la Brachitorio. Alors, il s'agit évidemment d'une projection symbolique. N'allez pas imaginer qu'on envisage vraiment de construire trois brasseries dans tous les monastères. Si trois brasseries sont représentées, c'est certainement pour déterminer une hiérarchie qualitative de bière appliquée à une certaine hiérarchie sociale des destinataires de ces bières. Alors, synthétiquement, la première bière est servie aux hôtes de marque, la deuxième aux moines et la troisième aux pèlerins de passage. Donc voilà déjà un premier point à noter, c'est que finalement la multiplicité des qualités de produits et leur étalonnage sur des critères sociaux apparaît très tôt, y compris dans le contexte religieux, dans la société religieuse. Alors, le plan de Saint-Gall a pu servir de document de travail lors du concile d'Aix-la-Chapelle en 817, où il a été procédé à une uniformisation des pratiques dans les monastères de l'Empire carolingien sous la férule d'un autre Benoît, Benoît d'Aniane. Le principe de la présence d'une brasserie dans chaque abbaye était du coup acté. Les textes des Xe et XIe siècles, s'ils mentionnent parfois la kamba, la brasserie, ne nous apprennent rien de plus que la présence de ces brasseries et éventuellement de houblonnières dans les monastères carolingiens. On a évoqué par exemple le texte relatif à Corbie hier. Alors si on veut aller plus loin sur les brasseries d'abbaye, on peut faire appel à l'iconographie, aux archives de la seconde moitié du Moyen Âge et à l'archéologie de terrain. Et c'est alors qu'on va se rendre compte que l'immuable cadre architectural bénédictin a connu d'innombrables exceptions, motivées généralement par la nécessité de s'adapter à un environnement particulier. Alors, même si l'iconographie pour cette époque est à considérer avec prudence, on peut tout de même en tirer quelques enseignements sur les gravures de certaines abbayes. Et on va commencer avec celle d'Altenberg en Allemagne. La gravure date du tout début du XVIIe siècle. Je vous ai cerclé en rouge donc la brasserie qui est située en dehors du carré claustral. Elle est couplée à la boulangerie au sein du même bâtiment, ce qui n'est pas vraiment étonnant puisque ces deux industries utilisent à peu près les mêmes ingrédients et des procédés de transformation finalement assez proches. La brasserie-boulangerie est bordée sur trois côtés par un verger et le jardin du cellier.
On peut facilement imaginer que c'est de là que le brasseur tirait le houblon pour la bière. Sur le quatrième côté, on retrouve un moulin qui servait naturellement à la boulangerie pour la farine et à concasser le malt pour la brasserie. On remarquera que le graveur a pris soin de représenter la roue du moulin. Il s'agit donc d'un moulin à eau, et ce qui nous induit également que l'approvisionnement en eau pour la brasserie est direct. On remarque aussi que la brasserie est à peu de distance du cellier, c'est-à-dire du lieu de stockage. Le bâtiment lui-même compte 2 étages, mais aucune cheminée n'a été représentée. Le principal enseignement de ce document, c'est finalement qu'on veille à une certaine optimisation de l'organisation spatiale avec le regroupement des différentes composantes de la production. Si on s'intéresse maintenant à l'abbaye de Clairvaux, alors je vous ai mis des gravures plus récentes, mais ce sont d'abord 2 textes médiévaux qui nous intéressent particulièrement, qui datent tous deux du XIIe siècle. Alors le premier exalte la force de la rivière l'Aube à travers son parcours dans l'abbaye, ce qui nous permet de faire une petite visite guidée de l'abbaye. Alors après avoir fait tourner le moulin et distribué l'eau à la cuisine et à l'infirmerie, et là je cite, « La voici déjà dans l'édifice voisin, elle remplit la chaudière et s'abandonne au feu qui la cuit pour préparer la boisson des moines. Si par hasard, la vigne a donné à l'industrie du vigneron la mauvaise réputation de la stérilité. » Donc on retrouve ici l'importance de l'apport direct en eau pure, comme à Altenberg. Et la seconde mention est de la main d'un moine claravalien nommé Pierre de Roy. Et dans l'une de ses lettres, il détaille, je ne vous l'ai pas traduit, mais je suis sûr que vous parlez tous excellemment le latin, « Potus est eis cervisia, si hanc non habent, gaudent aqua simplici ». Si on n'a pas de bière, on se contentera d'eau simple. Dans ces 2 documents, on note que la cervoise n'y est considérée que comme un substitut finalement du vin lorsque celui-ci fait défaut. Et ce n'est vraiment qu'en tout dernier recours que l'on a recours à l'eau simple. Si on reprend les gravures assez précises réalisées en 1708 par le frère Nicolas Millet, on remarque que cette fois-ci, la Domus Cervisiaria est adjacente au pressoir et non plus à la boulangerie. La boulangerie, elle est accolée au carré claustral avec la réserve de céréales, le moulin à grains et le four. Optimisation spatiale, toujours. La brasserie, elle se retrouve reléguée derrière les écuries, avec donc le pressoir et le fenil qui sert évidemment pour les écuries. La vision en plan, une autre gravure, mais de la même série, réalisée par Nicolas Millet. La vision en plan prend la peine de représenter les tonneaux pour la brasserie, qui est assez intéressant tout de même. Et on constate du coup que le bâtiment n'est plus à proximité de la rivière, mais on distingue, alors en haut sur, j'ai pas mal zoomé, mais si vous partez effectivement du bas de la gravure, vous verrez un petit canal qui s'arrête directement sous la porterie. Alors, on peut imaginer que le canal en question passe en souterrain à partir de cet endroit-là, ou même que la rivière a été, qui est plus à droite sur la gravure, a été détournée pour faire un système souterrain de canalisation pour desservir la brasserie. Il est aussi du coup possible que la réalité dépeinte en 1708 par Nicolas Millet ne soit pas celle du XIIIe siècle avec les textes que je vous ai mentionnés au départ, et que l'abbaye, en s'accroissant, n'ait finalement déplacé la brasserie. Je rappelle qu'à Clairvaux, malgré plusieurs opérations archéologiques déjà, on n'a pas encore retrouvé physiquement la brasserie. Alors, on va rester en France et puis je vais vous parler un petit peu de l'abbaye de Marquette également, qui est connue principalement parce qu'elle apparaît dans la série de gravures des albums de croix au début du XVIIe siècle. On dispose également des plans du XVIIe et du XVIIIe siècle pour cette abbaye, mais ce sont les archives écrites qui vont nous intéresser le plus dans ce cas-là, puisque des archives de Marquette nous est parvenu une dizaine de mémoriaux qui s'étalent entre la fin du XIIIe et le XVIIIe siècle. La brasserie y est mentionnée à 6 reprises dans le 4e tome, qui comprend la période 1428-1566,
une fois dans le 5e tome et une fois dans le 6e. Alors la toute première mention, chronologiquement, remonte à 1499 et elle évoque la construction d'une brasserie tout neuf, ce qui laisse supposer qu'il y en avait une avant. Il est précisé que pour la construction, les poutres, planches et briques sortent des propres ateliers de l'abbaye. Le toit était couvert de tuiles et un pavement en briquettes a été posé en 1557. Les inventaires précisent également que la tonnellerie s'effectuait directement à la brasserie et que tout le bois nécessaire, combustible comme matériaux, était stocké sur un quai au nord de la brasserie. Sur les plans, les gravures, la brasserie est signalée dans la partie est de l'enceinte, au bord de la rivière Deule, d'où l'eau était tirée grâce à un puits à balancier qui est visible sur la gravure du XVIIe. Je préciserai aussi qu'un moulin à manège mué par un cheval a été construit à côté de la brasserie en 1525 et qu'il a été agrandi à 4 meules 30 ans plus tard. On a donc dans ce cas-là rapproché le moulin, qui était peut-être considéré comme trop loin de la brasserie, puisqu'elle n'a pas bougé. Je reviens un instant sur la mention de tonnellerie aussi, qui est assez intéressante. Alors, il est vrai qu'on ne connaît pas de production de vin pour market. Du coup, ça voudrait dire que seule la brasserie avait besoin de tonneaux et finalement, c'est assez logique de ramener la brasserie, la tonnellerie, pardon, à côté de la brasserie, puisqu'il n'y a qu'elle qui en avait besoin. Traversons la Manche et allons à Fountains. L'abbaye anglaise de Fountains, où la brasserie a été couplée au moins à partir du XIVe siècle avec la boulangerie au sein d'un même bâtiment. Ça vous rappellera quelque chose? Alors, il subsiste quelques arrases de murs de cet édifice. Celui-ci se trouve proche du moulin, tous les deux étant le long de la rivière Scale, que vous pouvez voir sur le petit plan touristique que je vous ai mis en haut de l'écran. Ils sont tous les deux le long de la rivière, mais ils sont à l'écart de tous les autres bâtiments qui sont situés, eux, sur l'autre rive. Peut-être que les moines de Fountains redoutaient particulièrement un incendie depuis la brasserie, mais on n'en oublie pas l'aspect pratique, puisque de ce pôle partent 2 ponts qui enjambent la rivière. Le premier qui permet directement de lier la brasserie au cellier, et le deuxième qui relie la brasserie à la maison des hôtes. Autrement dit, 2 destinations pour la bière produite. Toujours en Angleterre, le site de Rievaulx, j'espère que je prononce bien. Alors, c'est un site qui pose problème parce qu'il a énormément évolué. Il y a eu, après la réforme anglicane qui a conduit à l'abandon du site par les moines, il y a eu l'implantation d'un village au XVIe siècle et puis d'une forge industrielle au XVIIe sur le site, ce qui a considérablement compliqué la lecture des vestiges. Mais on sait par les textes qu'au XIIe siècle, le cours de la rivière a été dévié et que la séparation qu'elle effectuait entre la cour des ateliers et le cloître s'en est trouvée modifiée. Le plan des ateliers pour Rievaulx nous est connu grâce à l'inventaire qui en a été rédigé par le premier tenancier civil du site en 1538. L'ensemble des bâtiments est assez éloigné de la rivière, la Raille, mais un long canal les desservait du nord au sud, comme vous pouvez le voir sur l'illustration de droite. La cuisine se situait sur le flanc ouest du cloître, et donc face à la brasserie qui se trouve en quelque sorte prise au cœur d'un triangle, moulin, cellier, porterie. Alors, on a beaucoup parlé de plans, on va essayer d'être un peu plus concret avec de l'archéologie de terrain, et notamment la fouille de l'abbaye de Kirkstall, toujours en Angleterre, qui a fait l'objet de plusieurs campagnes de fouilles dans la seconde moitié du XXe siècle. Les vestiges de la brasserie ont été identifiés dans l'aile sud du cloître. Voilà, on est vraiment dans le carré claustral. Cependant, il n'est pas certain que ça a été sa place dès l'origine du monastère. Le directeur de la fouille a conclu que la première phase du cloître semblait porter sur ce côté le réfectoire, la cuisine, l'allée et le bâtiment des convers. Mais quand ceux-ci ont déserté l'abbaye, les locaux ont été réaménagés. Le réfectoire a été reconstruit perpendiculairement à l'aile du cloître. La cuisine a été agrandie sur l'espace gagné et sur la ruelle des convers.
Le réfectoire des Convers, lui, aurait alors, à ce moment-là, été transformé en brasserie et en cellier. Donc, appartenant à cette dernière phase de construction, vous pouvez voir ce très gros massif de maçonnerie qui supporte un négatif de cuve de 4 mètres de diamètre qui a été découvert. La pièce au nord a été interprétée comme une malterie, mais on n'a aucune trace de foyer qui est mentionné dans les rapports de fouilles. Alors peut-être s'agit-il juste du germoir ou du séchoir. Ou du séchoir. Son sol était recouvert de ciment, il a peut-être accueilli un pavement. Alors, malgré les difficultés à restituer le réseau de canaux en dalles de pierre dans le secteur, l'étude a conclu à un approvisionnement de la brasserie en eau depuis l'ouest, sous l'aile des Convers, et non pas par la citerne du cloître. On a préféré de l'eau courante à de l'eau stagnante. Les drains d'évacuation passent sous la malterie et la brasserie pour rejoindre un collecteur plus au sud. Changement de pays, l'abbaye de Villers, en Belgique, qui possédait également une brasserie. On a une chronique médiévale qui mentionne la construction d'une domus carvisiae entre 1270 et 1276. Et on a aussi un texte de 1606 qui situe la brasserie dans le quartier des bâtiments artisanaux, dans la partie nord-ouest de l'enceinte. Je vous ai situé sur le plan du coup et je vous ai joint les détails des gravures du XVIIe qui vont nous servir tout à l'heure. Alors, entre ces deux textes, 3 siècles d'écart, et il n'est absolument pas certain qu'il s'agisse du même édifice. L'hypothèse la plus couramment admise pour Villers est que la brasserie visible aujourd'hui a d'abord été l'hôtellerie de l'abbaye. Sa position par rapport à la porte dite de Bruxelles et sa très grande taille, plus de 40 mètres de long, 11 mètres de large, sont des arguments en faveur de cette hypothèse. Le bâtiment, lui, ne serait devenu une brasserie qu'à partir du XVIe siècle. Le moulin plus proche à Villers se situe à 250 mètres au sud de la brasserie actuelle, entre guillemets. Il est lui aussi très grand, sans doute trop pour n'être qu'un moulin, et il est possible qu'il ait accueilli la boulangerie et le brasserie au début de l'abbaye. Le bâtiment était suffisamment loin des autres pour limiter les risques de propagation d'incendie. Il restait néanmoins dans l'enceinte de l'abbaye, et il est aussi au bord de la Tille, la rivière locale, et en amont de tous les autres édifices, ce qui lui permettait de puiser sans problème dans la rivière. En revanche, la brasserie-hôtellerie ne pouvait pas faire de même, parce que la rivière était passée entre-temps sous les latrines. Et là, je ne vous conseille pas de puiser l'eau. Mais les gravures de 1659 et de 1692 montrent un puits à balancier à l'ouest du bâtiment qui puise dans un bras souterrain de la rivière, refaisant surface à hauteur de la brasserie. On voit sur la gravure de gauche, pardon. Alors, il s'agit peut-être d'un canal d'eau propre détourné de la rivière avant le passage aux latrines. La brasserie pouvait aussi éventuellement puiser dans une source qui jaillissait sur la colline à l'est de l'abbaye. Il existe, alors je ne vous l'ai pas mis en photo, mais il existe effectivement une ouverture dans l'angle sud-ouest du bâtiment qui est postérieure au mur et qui pourrait correspondre donc effectivement au passage de l'eau tel que les gravures nous le suggèrent. La cheminée nord et le foyer sud sont des aménagements postérieurs au mur, eux aussi. Ils pourraient correspondre à la transformation du bâtiment en brasserie avec la mise en place de foyers de maltage, de brassage, d'ébullition. L'étage aurait alors pris une fonction de grenier, voire de germoir. Le rez-de-chaussée est, lui, bien assez vaste pour avoir accueilli les bacs de refroidissement, par exemple. Petit détour par les archives pour Villers, on a un extrait des comptes de 1512 qui précise que depuis la brasserie jusqu'aux celliers des Servoises avons fait faire une buse neuve pour entonner les dites Servoises. Ce qui veut dire qu'on a un entonnement dans un cellier juste à côté de la brasserie. Alors, le problème, c'est que de part et d'autre du bâtiment, les vestiges médiévaux ont été rasés au XVIIIe siècle pour y installer des nouveaux ateliers. Donc cet éventuel cellier n'est pas identifié à côté de la brasserie, mais on peut aussi envisager, vu la taille du bâtiment, qu'il ne s'agisse finalement que d'une subdivision interne de la brasserie. Donc la grande taille, on va dire, du bâtiment de la brasserie du XVIe siècle de Villers peut laisser envisager la double fonction brasserie-tonnellerie, comme on l'a évoqué pour Marquette,
ou éventuellement brasserie Cellier. Alors, un dernier exemple, l'abbaye de la Paix-Dieu, toujours en Belgique, qui a fait l'objet d'une fouille en 1997. Le bâtiment de la brasserie, situé au sud-ouest du carré claustral, a connu au moins un état médiéval avant d'être réaménagé les siècles suivants. Le bâtiment est divisé en 3 pièces et comporte lui aussi 2 cheminées opposées, comme à Villers, dont au moins une a été reconnue comme étant celle de la chaudière. Alors, c'est la photo que vous avez en bas et c'est située en position à peu près centrale, la partie jaune sur le plan. Je suis désolé, je n'ai pas de meilleur plan que ça. Donc voilà pour quelques exemples. Mais maintenant qu'on a parlé de l'implantation de la brasserie au sein du monastère, on va essayer d'évoquer un peu plus l'architecture intérieure. L'aménagement interne du bâtiment est évidemment conditionné par les étapes du processus d'élaboration. Le problème, c'est que ces étapes ne laissent pas forcément des vestiges immédiatement attribuables à l'activité brassicole. Si on reprend la chaîne opératoire dans l'ordre, la germination ne demande qu'une structure extrêmement simple. Le grain trempé et mis à germer, étalé sur un sol propre à température ambiante. Le grillage s'effectue au-dessus d'un foyer qui peut être distinct de celui du brassage, comme c'est probablement le cas à Villers d'ailleurs, avec les 2 cheminées. Pour le maltage, j'ai envie de m'appuyer sur, alors je dispose d'au moins 3 textes anglais civils, pour le coup, excusez l'incartade, de la fin du Moyen-Âge, qui évoquent un tissu grossier tendu au-dessus du feu ou posé directement sur un four pour malter les grains. Alors, un foyer, ça peut être interprété en fouille comme celui de la cuisine, celui du chauffoir dans le cas des abbayes, et ce n'est pas forcément un élément distinctif de la brasserie. Ce n'est pas parce qu'on trouve un foyer qu'on trouve une brasserie. Les fouilles de l'abbaye de la Paix-Dieu ont également, et ça c'est plus intéressant déjà, découvert des dalles perforées en ardoise et en terre cuite qui ont été interprétées comme les éléments de touraillage. Je reprends ma chaîne opératoire. La meunerie, comme nous l'avons vu précédemment, est généralement à part de la brasserie, même si elle en est généralement très proche. Alors, à part, parce que tout simplement, le moulin ne sert jamais exclusivement à la brasserie, on a toujours au moins la boulangerie, mais côté pratique, il ne faut jamais en être bien loin si on ne veut pas trimballer des sacs et des sacs de grains à travers toute l'abbaye. C'est l'étape du brassage, finalement, qui laisse le plus de traces dans le bâti. Elle nécessite une cuve, parfois imposante. Vous avez vu à Kirkstall, 4 mètres de diamètre, ça laisse quand même des volumes énormes. Alors, elle doit être placée suffisamment en hauteur par rapport au feu pour ne pas risquer de caraméliser les sucres fermentés cibles. Alors, de ce point de vue-là, les sous-bassements maçonnés que je vous ai montrés à Kirkstall ou la Paix-Dieu répondent parfaitement à cette nécessité technique. Et pour Villers, où on n'a pas, on a des foyers mais sans sous-bassement maçonné, je pense qu'on avait un système de suspension de la cuve et c'est pour ça que je vous ai remis la gravure de Nuremberg, où vous voyez que le chaudron a des anneaux de levage et qu'on a schématiquement représenté un mât au-dessus du foyer pour éventuellement soulever la cuve. Et que, Valenciennes, on peut s'en passer, mais si vous reprenez la photo de la cheminée de Villers, vous voyez les 2 gros tirants en pierre et 2 par 4 entre les piliers. Et je pense vraiment que c'est un système de suspension. Ça participe au système de suspension du chaudron au-dessus du feu. Ouais, c'est vraiment une théorie que je n'utilise pas assez. Oui, là et là. Je ne pense pas que ce soit juste architectural par rapport aux piliers eux-mêmes, puisque sans ça, on en aurait 4. Et vous voyez bien qu'on a 2 côtés qui en sont complètement dépourvus. Alors, ensuite, le refroidissement, qui lui doit s'effectuer dans un récipient plus large que profond afin que le processus soit plus rapide. Donc, je rappelle que le cuivre, empoisonnant les levures, la fermentation doit s'effectuer dans un contenant d'un autre matériau, probablement en bois. Après, de la filtration à l'entonnement, finalement, on n'a que des éléments mobiles qui laissent peu, voire pas du tout de traces dans le bâti.
Voilà. Alors, les inventaires dont on dispose, si on étend la recherche aux inventaires des brasseurs civils anglais, ou si pour rester dans le contexte monastique, les abbayes de Marquette et de Home au Danemark, au XVe siècle et au XVIe siècle, mentionnent des cuves et des chaudières en plomb ou en bois. Alors, je vous ai mis l'inventaire de la brasserie de l'abbaye danoise, donc Home en danois et Karainsula en latin. Et alors, pour ceux qui ne liraient pas couramment le danois du XVIe siècle, je vous ai quand même mis la traduction. Donc, l'abbaye danoise utilise des cuves obtenues par sciage en deux d'un fût, ainsi que deux petites chaudières en laiton. On s'aperçoit que les différents tuyaux, conduites, buses, etc. sont également en plomb ou en bois. Dans d'autres contextes que celui-ci, quand ils sont mentionnés, les filtres sont en osier tressé. Les bacs refroidissoirs sont généralement en métal, à l'exception de celui du couvent franciscain de Chester en Angleterre, qui est mentionné dans les textes comme étant en pierre. Pour ce qui est tout ce qui est équipement mobilier d'une brasserie monastique, on dispose de deux faibles indices de taille pour ces équipements. Toujours dans les textes, à Chester, on précise que la cuve à malter contenait 20 boisseaux, ce qui nous ferait environ 700 litres, avec toutes les précautions à requérir par rapport à la conversion des unités de cette époque-là. Et on sait aussi que la chaudière de Marquette, avec les textes que je vous ai évoqués tout à l'heure, lors de son remplacement en 1543, a été passée de 260 à 520 livres. Donc là, on a une indication de poids et pas de volume. Les différents inventaires précisent aussi que l'abbaye de Marquette disposait d'une cuve de trempage en plomb et d'une autre grande cuve. Au XVIIe siècle sont venus s'ajouter une nouvelle cuve en bois, un bac, sans plus de précision, deux chaudières et deux fourneaux. Et puis finalement, les inventaires de la Révolution, 1790 et un deuxième en 1793, ont relevé deux chaudières de taille différente, deux cuves de taille différente également, le passet, a priori ça doit être le filtre, et deux bacs de taille différente reliés ensemble par une buse en plomb, un puits à balancier et un autre bac. Je pense que les deux bacs reliés ensemble, ce sont les bacs de refroidissement et qu'on faisait circuler la bière avec un système donc de conduite passant de l'un à l'autre pour refroidir plus rapidement le liquide. Alors maintenant, peut-être un mot sur la consommation. On a parlé de l'emplacement de la brasserie, on a parlé de l'équipement de la brasserie. Maintenant, on va parler de la bière d'abbaye. On dispose de nombreux textes, alors notamment si on lorgne du côté des décisions prises par le chapitre général de l'ordre cistercien, qui témoignent entre le XIIe et le XIIIe siècle d'une consommation de cervoise et de bière difficile à modérer au sein de l'abbaye, comme dans les granges. Les granges, ce sont ces unités de production externes à la clôture de l'abbaye et qui sont disséminées sur le patrimoine foncier de la dite abbaye. Alors, on va s'appuyer sur le livre de comptes de l'abbaye de Beaulieu, en Angleterre, qui nous décrit en détail le fonctionnement de l'abbaye, et qui est très précieux, puisqu'on y apprend notamment que toutes les granges recevaient du pain et de la cervoise de la part du boulanger et du cellier. Alors, le défaut, c'est que dans ce chapitre, les quantités sont exprimées par leur coût et pas par leur quantité. Ce n'est qu'après, dans d'autres chapitres, que les indices de quantité apparaissent. En revanche, je précise direct, pour Beaulieu, on n'a aucun élément sur l'architecture ou l'équipement mobilier de la brasserie. En revanche, ce qu'on peut noter, c'est que Beaulieu employait de nombreux ouvriers, comme ça s'est fait à la fin du Moyen-Âge, quand les moines ne se subsistaient plus par eux-mêmes de manière autonome. Donc Beaulieu employait des bouviers, des charpentiers, des laboureurs, mais aucun salarié n'est cité comme étant affecté à la brasserie. Donc pour l'année, la brasserie de Beaulieu a déclaré 312 quartiers malte de blé, 550 maltes d'avoine, 911 de malte d'orge. Et on sait qu'à partir de ces stocks, le brasseur mettait au point 4 types de cervoises,
comme d'ailleurs le boulanger de Beaulieu, pétrissait 4 pains différents. Leurs comptes respectifs sont contigus et on sait que leurs déchets à tous deux allaient nourrir la porcherie. Donc à Beaulieu, on buvait ce qu'on appelait la Bona Cervisia, la Cervisia Secunda, la Cervisia Tertia et la 4e cervoise, qui est appelée mixte, est en fait un mélange de la première et de la seconde. Alors la Bona Cervisia, la bonne cervoise, est brassée à partir d'un boisseau d'avoine, qui en fait a priori la bière la plus forte du catalogue, de la gamme. Et le livre de compte évalue un gallon de cette bonne cervoise à 3/4 de denier. La cervoise seconde, elle, est faite avec un mélange 3/8 de blé, 5/8 d'avoine. Et on sait que les brassins sont renforcés avec 4 quartiers de malt d'avoine à Noël pour les fêtes. Toutes les mesures sur les produits finis sur l'abbaye de Beaulieu sont exprimées en dolia, ce terme latin générique. Donc on sait que la brasserie a produit 257 dolias de bonne cervoise, 53 dolias de seconde cervoise. On sait aussi qu'il reste 5 dolias de bonne cervoise de l'année précédente, ce qui est très intéressant parce que cela veut dire que la cervoise peut se conserver au-delà de cette échéance. Sans quoi il se serait débarrassé des stocks périmés. Alors, il n'y a pas de précision pour la 3e cervoise et pour la mixte, ce qui, à mon avis, induit une assez faible considération de celle-ci. D'ailleurs, la 3e est décrite comme faible et inutile dans le texte. Donc, c'était peut-être juste le lavage des drèches ou quelque chose comme ça. Et d'ailleurs, ça n'est pas servi à l'élite du monastère, ce qui, à mon avis, veut dire bien des choses. Alors, on a quelques consommations individuelles pour Beaulieu. On sait notamment qu'un convers recevait un demi-gallon de cervoise mixte par jour, sauf 5 jours dans l'année où il est traité d'égal à égal avec les moines. Oui, pour ceux qui ne le savent pas, un frère convers, c'est un frère de l'abbaye, mais qui travaille plus qu'il ne prie, contrairement à ce qu'on appelle vraiment un moine qui lui passe beaucoup plus de temps à prier. On remarque aussi une différence entre les convers, puisque les convers qui travaillent dans l'enceinte de l'abbaye sont mieux nourris que ceux qui travaillent dans les granges, à l'extérieur. L'hôtellerie de l'abbaye de Beaulieu suit aussi une certaine étiquette pour la distribution de la cervoise, puisqu'il est précisé qu'on sert le vin à volonté pour les invités de marque, comme les hauts dignitaires religieux et les familles des moines de l'abbaye. On leur sert aussi de la bonne cervoise, comme à tous les visiteurs cisterciens. Et en revanche, les pauvres se contentent de troisième de Cervisia tertia ou de mixte éventuellement. Donc finalement, comme toute autre société, j'ai envie de dire, la communauté cistercienne ajustait la gamme qualitative de ses produits à une certaine hiérarchie sociale. En conclusion, on pourrait dire que la brasserie médiévale pourrait être un peu plus facilement étudiée en contexte monastique, où les lieux ont pu être figés dans leur état médiéval après leur abandon lors des réformes religieuses à la fin du Moyen Âge. Vous avez vu que là, beaucoup de mes exemples sont des états monastiques du début du XVIe siècle. Mais le problème, c'est que les ateliers d'une abbaye constituent aussi les bâtiments les plus exposés à la transformation ou à la destruction. Et en définitive, une brasserie monastique reste d'autant plus difficile à repérer et à étudier. Alors, il a souvent été répété qu'il existait un modèle immuable en termes d'architecture monastique, et pourtant, la brasserie est typiquement à contre-pied de cette vision uniforme. Parfois bâtie dans le quartier des ateliers, parfois dans le carré claustral, en connexion avec la cuisine ou le cellier. On notera qu'il y a toujours un grand pragmatisme qui guide l'implantation géographique de la brasserie avec l'accès à l'eau, au moulin, toujours à une distance raisonnable du cellier, du réfectoire, de la porterie, partout où la bière doit être stockée ou servie.
On a remarqué donc que pour l'eau, les parties adoptées avaient varié entre le recours direct à l'eau ou la mise en place d'un système d'adduction avec des biais et des canalisations. Donc malheureusement, les limites de cette étude, en cours, c'est que les détails architecturaux restent mal connus, puisqu'on parle ici d'installations légères ou mobiles, qui laissent donc très peu d'empreintes dans le bâtiment. Finalement, la cheminée, le support de cuve et puis l'adduction d'eau sont à peu près les seuls témoins archéologiques pour l'organisation interne de ces brasseries. Je finirai sur une réflexion sur un plan un peu plus abstrait, où on peut souligner le statut un peu particulier qui est accordé à la bière dans ces monastères. Même si le vin lui est toujours préféré pour des raisons eucharistiques, la consommation de bière est bien plus largement répandue. Mais surtout, la brasserie est la seule industrie à être admise dans le carré claustral. Associée souvent à la cuisine, elle ne rejoint pas les autres industries, même de transformation alimentaire, comme le fromage, le vin, etc., qui, elles, sont toujours à l'écart du carré claustral, voire en dehors de l'abbaye. Pour ma part, je pense que ce parti pris peut être à la fois le témoin et l'origine du statut particulier de la bière d'abbaye, de la bière dans les monastères, et par ricochet, le statut particulier de la bière d'abbaye dans la production globale de bière. Merci de votre attention. Merci pour cette présentation très riche et très précise. Et est-ce qu'il y a des questions? Oui, il y en a une. Un micro, peut-être. Pour venir ici. Oui. On va échanger en tête-à-tête. Je voulais d'abord faire faire une remarque, signaler que il y avait d'autres plans en Angleterre, le plan de l'abbaye de Canterbury, qui est très, très précieux parce qu'il donne une idée des systèmes d'adduction d'eau depuis des réservoirs qui se situent en amont, enfin, du point de vue du relief de l'abbaye. Et on a sur le plan deux bâtiments qui sont bien identifiés, la brasserie et puis la boulangerie. Voilà. Et puis il y a le prieuré de Norfolk, où on a aussi pareil, identification d'une brasserie. La question par rapport au plan de Saint-Gall et puis à d'autres indications, on peut quand même supposer qu'il y avait au sein de l'abbaye des activités liées à la cuisine de transformation alimentaire. Je pense à la découpe des viandes, etc., etc. Les moines mangeaient pas forcément que du pain et du fromage. Ils avaient des menus assez riches, des fois du maigre, mais aussi souvent du gras. Et donc ma question, c'est, je pense que peut-être avec l'évolution, il y a eu une exclusion des activités dans l'abbaye, enfin en dehors de l'abbaye, en dehors de l'enceinte de l'abbaye, mais qu'à l'époque, on va dire carolingienne ou plus juste après, aussi, il y a au sein de l'abbaye beaucoup d'ateliers de transformation, de la tonnerie, etc. Et que ce n'est qu'au cours du temps que des activités artisanales, en dehors de la brasserie, se sont trouvées mises en dehors de l'enceinte. Alors, au sein de l'abbaye, oui, ça c'est sûr, effectivement, surtout au commencement d'une abbaye où, entre guillemets, on commence petit et le succès et les donations aidant, on s'accroît, on accroît le patrimoine foncier et ça permet de s'étendre. Mais là où je fais la distinction, effectivement, c'est entre l'enceinte de l'abbaye et le carré claustral, le fameux carré où on a l'église, le dortoir des moines, la cuisine, le noyau dur, en quelque sorte. Et le centre de l'abbaye de Saint-Gall. Oui, voilà, exactement, oui, qui apparaît dès le pont de Saint-Gall, effectivement. Voilà, vous voyez, on a l'église de représenter. On a donc le jardin du cloître carré qui nous définit ce qu'on appelle donc le carré claustral en architecture monastique.
et qui est représenté comme ça. Et donc, oui, je suis entièrement d'accord. On a énormément d'activités artisanales et alimentaires qui sont présentes dans l'abbaye, mais dans le carré claustral qui est censé symboliquement être un peu plus, enfin, élever l'esprit. On est là pour prier. C'est là qu'on a la salle du chapitre pour les cisterciens où on fait les lectures, où on a la bibliothèque, où on a donc l'église évidemment pour prier. Voilà, on est en termes de symbolique, on essaye d'élever l'esprit dans le carré claustral. Et c'est extrêmement surprenant, en fait, d'avoir la présence de quelque chose de finalement très matériel, comme la brasserie, admis dans le Saint des Saints. D'accord, je comprends. Peut-être pour un contrôle. Parce que dans certains textes, même depuis les Carolingiens, par exemple, Benoît de Corbie, l'abbé de Corbie, il est son nom. Bref, il a publié, enfin, il a écrit un certain nombre on va dire, de règlements où il est question que de contrôle. C'est-à-dire, en gros, l'abbaye, l'abbé surtout, veut avoir la main sur tout, contrôler les matières premières, contrôler les flux, parce qu'apparemment, il y avait beaucoup de trafic. Et voilà. Et donc, peut-être que si la brasserie est dans le carré claustral, c'est pour contrôler d'abord l'utilisation des matières premières essentielles des céréales, dans la source de la bière, et contrôler l'usage de la boisson. Ça, c'est clair. Ils ont des problèmes. D'ailleurs, alors, je suis un peu plus versé cistercien, mais ce sont des observations qui peuvent s'appliquer aux autres ordres catholiques. Les dirigeants cisterciens ont toujours eu un mal fou à gérer la consommation d'alcool dans leur monastère. Ils ont très régulièrement tenté d'imposer des restrictions, en disant non mais les gars, là on va freiner quand même. Hein. Et il y a des révoltes. C'est mentionné dans les textes, on a carrément des révoltes de moines, de convers, et même de moines qui disent non mais ça va avoir la tête. Donc, le chapitre cistercien, mais les autres ordres bénédictins aussi, ont toujours fait marche arrière. Quand ils ont essayé de resserrer la vis face à l'impopularité de la mesure, ils ont toujours été obligés de revenir en arrière. Et c'est pour ça que ça part en déliquescence au bout d'un moment. Donc, on s'attend aussi à trouver le cellier, les réserves de vin à côté de la brasserie. Oui, puisqu'il y a dans le carré claustral, on a, même si c'est le Saint des Saints, on a le côté pratique où on a la cuisine et donc très souvent le cellier sur un côté. Voilà. De rien. Oui, bah oui. C'est une question qui est un peu dans le prolongement de celle de Christian, c'est concernant un autre aspect qui est associé aujourd'hui à l'économie monacale, c'est la production de fromage affiné à la bière. Hein. C'est un des grands éléments des abbayes trappistes. On a les fromages de l'abbaye d'Ondéka, on a les fromages de Chili, etc., qui sont affinés à la bière. Alors, est-ce qu'au Moyen-Âge, on a cette production de fromage qui serait repérable dans les plans d'abbaye et l'usage de la bière pour l'affinage de ces fromages? Ou alors, c'est une pure invention, création, on va dire, du 19e et du 20e siècle dans les abbayes dites modernes, notamment les abbayes trappistes. Il va m'être très difficile de vous répondre. Faut être honnête, hein, j'ai pas forcément la ressource documentaire pour. La fabrication de fromage, ça sans problème, c'est sûr, dans les monastères. La fabrication de fromage affiné à la bière, là, je n'ai juste aucune donnée. Donc, je serais infichu de vous répondre là-dessus. Aucune recette, aucune mention dans les textes. Non, c'est très compliqué. D'ailleurs, déjà, quand je m'intéresse aux recettes de bière, c'est très rare que j'ai des indices monastiques. Ce sont presque toujours des indices civils. Je suis déjà très content d'avoir l'abbaye anglaise de Beaulieu de ce point de vue-là. Donc,
on va entretenir le mythe bière d'abbaye à l'instant en disant que finalement les moines gardaient jalousement leurs secrets. Et non, ça c'est pour rigoler un peu, mais c'est vrai qu'il y a pas, ils se sont pas étendus sur ce genre de choses dans les écrits. Il y avait sans doute un savoir-faire, mais ça fait partie des. Alors, soit ils l'ont pas écrit et c'était vraiment oral, soit ce sont des archives qui ne nous sont pas parvenues parce qu'on s'est concentré sur la conservation d'archives symboliquement plus importantes, plus liturgiques, ce genre de choses, dans le fonctionnement de l'abbaye. Mais ces détails brassement matériels, avec tous les guillemets du monde, on ne les a pas pour les abbayes. On a une réponse. Ça indiquerait quand même que ça ne serait pas forcément ce serait une recréation moderne. En fait. C'est un peu c'est tout à fait envisageable. C'est quelque chose qu'il faut garder à l'esprit. Alors, on peut penser aux bières trappistes, vous en parliez, effectivement, c'est très rigolo. Historiquement, on a 6 bières trappistes historiquement traditionnelles qui existent. Mais en s'appuyant sur le cahier des charges, on s'est aperçu qu'il y a eu énormément de recréations au 19e et au 20e siècle, qui font que, par exemple, il existe une bière trappiste aux États-Unis, puisque en appliquant le cahier des charges, c'est-à-dire pour être une bière trappiste, ça doit être fait par les moines dans l'abbaye. On a plein de créations monastiques actuelles, enfin récentes, qui rentrent dans le cadre. Donc, de la création oui, récente dans l'histoire et non pas historique, médiévale, oui, on en a beaucoup chez les trappistes notamment. Alors, merci pour la conférence, c'était passionnant. Je suis Véronique Pichon de l'Université de Strasbourg. Moi, ce qui m'a interpellée, c'est quand vous avez dit qu'on pouvait garder de la bière 1 an. Donc, je voulais connaître un peu des détails sur la garde de la bière, parce que ça me paraît beaucoup. Et deuxièmement, j'ai eu l'occasion de visiter, il n'y a pas très longtemps, le château de Glastonbury, auquel est adossée l'abbaye. Et c'est au milieu des vergers de pommes. Et je me demandais, est-ce qu'on pouvait utiliser les mêmes installations pour faire du cidre, si vous avez des données sur ça? Alors, je n'ai pas vraiment étudié le site. Ça me paraît techniquement pas si évident que ça de réemployer l'installation de la brasserie. On a presque meilleur compte d'utiliser le pressoir à raisin pour faire un pressoir à pommes que d'utiliser la cuve de brassage de l'abbaye pour faire du cidre. Donc, non, je ne pense pas qu'il faille coupler brasserie et cidrerie. Ça me paraît techniquement pas simple. Ou alors 2 pôles au sein d'un même bâtiment, vous voyez, mais on n'est pas sur les mêmes types d'outillage. Et la garde, bah, ça a été une vraie surprise aussi. Alors, on sait que c'est la principale raison du succès du houblon. Comme on l'a évoqué au début de l'histoire de la bière, quand on va dire aujourd'hui, on appelle ça, pour faire la distinction, aujourd'hui, on parle de cervoise avant le houblon et de bière une fois que le houblon est devenu l'aromate exclusif de la bière. Donc, quand on était sur les cervoises, on avait une grande palette d'aromates pour la cervoise, même des trucs improbables et qui ont été interdits d'ailleurs au fur et à mesure. Et ce qui a fait le succès du houblon, c'est pas que c'était meilleur dans la bière, ce sont les vertus antiseptiques qu'Hildegard de Bingen nous décrit d'un point de vue pharmacologique, mais que les vertus antiseptiques avaient une qualité aussi sur la bière et sa conservation. Et on se rend compte que c'est à partir du moment où la cervoise a été houblonnée et devenue de la bière que la bière a commencé à être exportée. Quand on commence à avoir des mouvements internationaux de commerce de bière, donc là on sort complètement de l'abbaye, on va revenir dans le cadre civil, mais qu'on commence à avoir des mouvements de commerce de bière, je pense notamment avec les ports allemands de Hambourg et de Brême au XIIIe siècle, qui vont commencer à inonder les marchés étrangers de bière allemande, puisque depuis Brême et Hambourg, on envoie par la mer du Nord, en Belgique, aux Pays-Bas, en France, en Angleterre. Donc,
on a une bière qui est capable de se conserver suffisamment pour entreprendre ce genre de voyage et être vendue sur place. Donc, on sait que le houblon a joué un grand rôle dans effectivement la conservation de la bière et par rebond, sa commercialisation et des échanges internationaux. Et ce produit va conquérir en fait tous les marchés sur lesquels il va être importé. On voit que quand la bière allemande débarque dans les villes hollandaises et belges, alors au début, un truc d'étranger, tout ça, défendons la production locale, s'il vous plaît, messieurs, dames, machin. Et très rapidement, en un demi-siècle, le truc va complètement se retourner. Les gens vont dire ouais, non, mais finalement, c'est peut-être pas mal qu'on brasse nous aussi avec du houblon. Ça a quand même l'air beaucoup mieux. Et on voit la transformation complète. Alors, pour ce que j'ai étudié, on va dire, de l'histoire du houblon à travers la bière, les deux pôles de résistance, les deux derniers à être tombés, ce sont la France et l'Angleterre au XVe siècle. C'est très rigolo d'ailleurs, parce qu'on a un texte où le roi d'Angleterre lui-même a dû intervenir parce que les brasseurs anglais qui voulaient défendre leur ale, leur cervoise à l'anglaise sans houblon, avaient commencé à répandre des rumeurs pour discréditer les produits étrangers. Et moi, ma préférée dans toute cette campagne de désinformation, c'était « Faites attention, la bière houblonnée, ça rend soûl, alors que pas la cervoise !» Dommage. Mais bon, les Anglais vont céder aussi, et à la transition 15e, 16e siècle, ils vont également passer à la bière houblonnée. Donc, oui, le houblon, la bière houblonnée peut se conserver. Alors, au moins plusieurs mois, du coup, ça, on le comprend avec ce que je viens de vous exposer. Une année complète, bah, c'est intéressant. Je compte sur toutes les expérimentations de Romuald, de la mienne aussi, et les autres à venir sont les bienvenus pour justement, c'est ce que j'exposais hier, mais vous n'étiez pas là hier. Hélas, il fallait faire tout le colloque, c'est important. On va vraiment mener des expérimentations de conservation de bière en barrique sur le long terme pour se rendre compte de la réalité de la chose. Bah, je vous remercie. Et juste une petite remarque avant ma question, ça va être très rapide. Juste au fond de la salle, vous avez un poster sur la brasserie du couvent des Trappistes de Nürnberg, dont un poster de Jérôme Rimbaud, chargé de recherche, et de Franck Schwartz, donc chargé de recherche aussi en patrimoine industriel. Donc Franck Schwartz sera, je crois, là demain. Donc, il pourra nous exposer un petit peu les recherches qu'ils ont menées sur cette brasserie dans laquelle il y a encore une communauté monastique. Et dès ce soir, nous recevrons un autre intervenant qui est un moine et de l'abbaye de Saint-Vendry et qui est le maître brasseur de l'abbaye. Donc, on pourra encore échanger autour de cette thématique, si vous voulez bien. Et voilà, donc juste une petite question, parce que je ne peux pas passer à côté d'une question sur les moulins, évidemment. Spécialiste des outils de mouture, vous pardonnerez. Est-ce qu'on a dans les manuscrits une identification des céréales destinées à la brasserie ou destinées au moulin? Et si, d'aventure, il y a quelques détails sur les types de mouture? Alors, les types de mouture, je te réponds directement non. Voilà. Non, mais je sais que tu comptais sur moi, mais non, sur ce coup-là, je ne t'aiderai pas. Après, pour ce qui est de la destination des céréales entre la brasserie et la boulangerie, ça n'est pas déterminé au départ. C'est-à-dire qu'on a d'abord des stocks et après, on voit ce qu'on en fait. Si on revient un instant dans le contexte civil, on a par exemple certains textes d'autorité civile qui sont intervenus les années de disette, de misère, pour dire, écoutez, alors on a différents cas. Il y a eu le cas où, s'il vous plaît, continuez à faire de la bière, mais avec moins de céréales parce qu'on en a besoin pour le pain. La priorité, alors dans les années de disette, la priorité a toujours été donnée au pain avant la bière. Parler de la priorité du vin sur la bière, il y a aussi la priorité du pain sur la bière. On mange avant de boire. Et donc, voilà, soit on a eu on va dire la solution intermédiaire, brasser moins fort, mais brasser toujours,
soit vraiment dans les années du rail, ne brassez plus. Il faut qu'on envoie tout à la boulangerie parce qu'on n'a vraiment pas grand-chose. Alors, j'ai pas les références en tête là tout de suite, mais je pourrais te les retrouver sans difficulté. Voilà. Mais on n'a pas de prédestination en disant eh ben, écoute, dans ce champ-là, on va faire de l'orge pour la brasserie, dans celui-là, on va faire le froment pour la boulangerie. Non, on a une production globale et en fonction de la production, on avise ce qu'on en fait. On avait le temps. Je vais peut-être faire rapide. Bonjour. Bonjour. Merci beaucoup. J'ai une question rapide. J'ai été interpellé par comment dire, la hiérarchie dans les brassins qui sont faits. Donc, la Bona Visa, qui est plutôt une bière de qualité, avec derrière bon, toutes les autres qui sont considérées comme de moins en moins bonnes. Et ça m'a interpellé. J'ai une croyance que tu pourras peut-être me confirmer, m'infirmer ou juste nuancer. Comme quoi, justement, les tonneaux, les contenants étaient marqués de croix pour parler, pour essayer de savoir quel contenant contenait les bonnes ou les mauvaises bières. Et au nombre de croix qui étaient marquées sur les tonneaux, on pouvait savoir si c'était de la bonne Cerveza ou les bières plus mauvaises qui sont derrière. Et que c'était éventuellement, que ça indiquait aussi sur le taux d'alcool qu'il y avait dans les bières. Et que les bonnes étaient plutôt fortes en alcool. Alors, beaucoup de choses dans cette petite question. Il n'y a pas de souci.